Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez passé une excellente fin de semaine. Moi, j'ai passé une fin de semaine de rêve. J'ai soupé avec des gens intéressants. Ça a été un week-end absolument parfait. Donc, je suis pleinement d'attaque pour commencer ma semaine avec vous. Et on sait qu'on est en pleine période, évidemment, de campagne électorale. Alors, il y a plein de gens, plein de journalistes qui font leur travail et qui dégotent toutes sortes d'informations sur plein de candidats. Et donc, il y a des fois des choses qui nous font tiquer. Des choses où on se dit, est-ce que le comportement passé de tel ou tel candidat, donc on présume que ça reflète ses valeurs à lui ou à elle, est-ce que ça correspond à mes valeurs à moi? Alors, on a chacun d'entre nous des valeurs, des choses qui sont parfois non négociables, des choses sur lesquelles on dit, moi, c'est tolérance zéro. Alors, je serais intéressée à savoir, par exemple, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, quelqu'un qui aurait placer de l'argent ou aider des gens à placer de l'argent dans des paradis fiscaux, est-ce que pour vous, c'est tolérance zéro? Est-ce que pour vous, c'est non négociable? Est-ce que c'est une condition sine qua non de dire, moi, jamais je voterai pour quelqu'un qui est en faveur ou qui est complaisant avec les paradis fiscaux? Une longue introduction pour vous dire que on va parler de ce sujet-là avec quelqu'un qui connaît très bien le dossier des paradis fiscaux. C'est évidemment Alain Deneau, qui est professeur de philosophie à l'Université de Moncton, auteur du livre Paradis fiscaux, la filière canadienne aux éditions Éco-Société. Monsieur Deneau, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez écrit un excellent texte dans Le Devoir où vous posez un certain nombre de questions à propos de Mark Carney, donc qui est premier ministre en ce moment, qui aimerait bien le rester pendant un bon petit moment. Il a eu recouru aux largesses des paradis fiscaux dans la constitution du fonds d'investissement lorsqu'il était à la tête de la firme Brookfield Asset Management. Ça, c'est des informations de Radio-Canada. Qu'est-ce que ça devrait nous inspirer comme réflexion une fois qu'on sait ça sur Mark Carney? Ça devrait nous amener à comprendre qu'il y a un lien à faire entre la légalité de certains recours aux paradis fiscaux. Beaucoup de recours aux paradis fiscaux sont en droit légaux. Et le fait que la loi n'est pas écrite par les dieux, mais elle est écrite par ceux-là même qui utilisent les paradis fiscaux en partie. Puis, je dirais plus largement, les représentants d'une classe de gens privilégiés qui peuvent, eux, directement ou indirectement, s'ils administrent, par exemple, une grande entreprise, décider de délocaliser à l'extérieur du pays où leur activité a vraiment lieu, leurs avoirs, leurs profits. Donc, il y a comme un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si on fait partie d'un système, que ce système-là vote des lois, que les lois permettent les paradis fiscaux, puis que ça, on fait ça avec la main droite, puis avec la main gauche, on bénéficie de paradis fiscaux. La question est plus est-ce que c'est légal? Ça l'est, mais est-ce que c'est moral? Non, mais est-ce que c'est légalisé? La question de la morale, moi, je la mets complètement de côté. Quand quelqu'un fait de l'excès de vitesse puis roule à 180 sur l'autoroute, on lui dit pas, c'est dommage que ce soit légal, mais c'est pas moral, tu devrais conduire moins vite, c'est illégal, et puis il a une contravention. Là, le problème, c'est qu'on a légalisé ce qui ne devrait pas l'être parce qu'on a pouvoir de légaliser des méfaits que notre classe, notre caste commet, elle, et on la représente. Et c'est comme si on permettait aux voitures de luxe de rouler à la vitesse qu'elles veulent sur les autoroutes, mais pas les petites minounes. Non, mais j'adore, puis vos images sont excellentes, Monsieur Deneau. C'est comme si on disait, il y a 2 règlements sur les routes. Si vous êtes de la classe moyenne
et en dessous, vous pouvez pas rouler à plus de 100 km/h. Mais si vous roulez en Mercedes, ou j'allais dire en Tesla, là, vous pouvez dépasser. En fait, c'est une sorte de non-imputabilité pour une caste ou le 1%, il y aurait finalement. 3 grandes catégories, si on veut aller vite. Ouais. Hein. Il y a les multinationales qui ont des relations d'affaires avec des interlocuteurs à l'étranger et qui peuvent facilement transférer des fonds dans une filiale aux Bermudes pour éviter de payer leurs dûs, alors que leur activité a lieu ici. Ils ont accès au personnel ici qui est formé par l'État. Mm-hmm. Ils ont accès aux routes. Ils ont accès à des subventions pour la création d'emplois. Ils ont accès à un système de justice, un système de police, un état de droit qui sécurise les investissements. Mais quand vient le temps de payer sa part, son dû, là, les fonds sont déclarés aux Bermudes, puis on fait comme si on n'avait pas fait d'argent dans le pays en question. Il y a de l'autre côté, à l'autre côté du spectre, les prolétaires, puis la classe moyenne, qui, elle, paye le gros du budget de l'État, finance considérablement le budget de l'État. Et entre les deux, il y aurait les particuliers nantis qui, de temps en temps, se font pincer, mais comme ils sont très puissants, ils négocient. Ils négocient leur peine. Si vous êtes le petit fraudeur, là, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre pour négocier avec l'Agence de revenus du Canada. On vous charge, puis vous payez plein pot. Si vous êtes très puissant, vous avez fraudé l'équivalent de montants là, colossaux, à ce moment-là, vous pouvez négocier. C'est ce qui est arrivé avec la firme KPMG il y a quelques années quand des fraudeurs, je peux le dire, parce que c'était administré comme preuve, s'étaient retrouvés à l'île de Man. Ah oui. Incroyable. Mais revenons à votre texte, votre excellent texte dans Le Devoir, parce que vous parlez spécifiquement de Mark Carney, et c'est un texte qu'on doit lire et on doit se poser des questions, parce que la question que vous posez, que je trouve extrêmement importante, c'est ce qui est inquiétant, c'est que quelqu'un qui a donc facilité des échappatoires fiscales ou fiscaux, aujourd'hui veut continuer à diriger le pays. Donc, est-ce que, une fois qu'il serait élu premier ministre du Canada, on peut présumer qu'il fera strictement rien pour empêcher l'échappement fiscal, l'évitement fiscal? C'est bien évident. Hein. C'est ce qu'on voit depuis le début du moment où la question a été posée. Je nous invite surtout dans ce texte-là à avoir un minimum de mémoire. Ça commence par les journalistes. J'apprécie que nous puissions nous parler aujourd'hui. Ça commence par les commentateurs. Ça commence par les citoyennes, les citoyens. Les chefs d'État qui apparaissent avec un dossier offshore, c'est-à-dire avec des intérêts personnels dans les paradis fiscaux ou une implication personnelle dans les paradis fiscaux, apparaissent un peu comme les méchants dans un jeu vidéo. Là, il y en a toujours un qui sort de la porte. Là. Ça a commencé, je veux dire, avec Paul Martin, dans les pas duquel Mark Carney marche. Canadian Ensuite, on a eu Steamship William Line. Morneau. Le Parti libéral fédéral a eu le soutien explicite lors d'une campagne de financement de Stephen Bronfman, qui lui-même a des antécédents dans les paradis fiscaux. Et là, on a Mark Carney. Chez les conservateurs, on a toujours été très proche du milieu pétrolier, qui est ultra subventionné, en plus de mener des opérations dans les paradis fiscaux, comme on le fait d'une manière systémique. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que recourir aux paradis fiscaux pour un banquier, pour un chef d'entreprise, c'est tout à fait convenu. On l'enseigne au HEC. Hein, le problème, c'est qu'on a rendu légal des opérations qui vont à l'encontre de l'esprit de la loi. Il n'est pas normal que dans un état de droit, on dise aux plus puissants, comme vous êtes puissants, on va vous laisser profiter de notre système social. On sait bien ce qui arrive. L'État finance énormément les entreprises indirectement et directement, mais on vous demandera rien. Venez, installez-vous, profitez de tout, éventuellement polluer, éventuellement fermer, puis aller ailleurs où on vous donne plus. Puis on vous demandera rien. Et là, on est sur le point d'élire ou bien un ami des très grandes entreprises pétrolières en le chef conservateur et le parti conservateur, ou un ami des banques en un banquier chez les libéraux. Et il arrivera un jour, il faudra me dire, regardez, moi je pense pas qu'on règle la politique beaucoup par les élections. Les élections, c'est un moment de la politique, c'est pas le tout de la politique, mais puisqu'on est dans un rituel électoral, il faudra regarder de ce point de vue-là les propositions qui viennent d'ailleurs. Oui, alors ça, c'est intéressant. Oui, alors dans votre texte, vous nous attirez notre attention sur le fait que pour l'instant, les deux seuls partis
qui ont une politique claire et une tolérance zéro face aux paradis fiscaux, c'est le NPD et le Bloc québécois. D'ailleurs, je viens d'aller vérifier, en effet, sur le programme du Bloc québécois, il y a toute une section sur l'évitement fiscal. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier le NPD, donc je prends votre parole là-dessus. Je veux juste clarifier quelque chose pour tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est que la raison pour laquelle on se scandalise de l'évitement fiscal, c'est que ça coûte cher des programmes sociaux. Puis au Québec, au Canada, on s'est doté d'un certain nombre de programmes sociaux qui coûtent cher. Et on est en train de dire, il y a certains citoyens qui bénéficient de ces programmes sociaux sans les payer. Parce que chaque dollar qui s'en va aux Bermudes ou à l'île du Mans, etc., c'est $1 qui est pas dans notre système de santé, dans notre système d'éducation, dans nos routes, dans tout ce qu'on a en commun. C'est pour ça que c'est scandaleux. Mais il y a deux raisons. Déjà, l'interlocutrice que vous aviez qui m'a précédé faisait Stéphanie, parler des paradis fiscaux, de l'évitement fiscal, et ensuite elle a parlé de la piètre qualité de notre système de santé. Il faut vraiment apprendre à faire des liens. Oui. Et ce que je regrette, la question des paradis fiscaux, c'est que trop souvent, on l'aborde d'abord en disant quand même, c'est légal. Ça, on l'entend tout le temps. Moi, je n'en peux plus. Philippe Couillard avait les deux mains sur un plan personnel à l'île Jersey. On dit, mais c'est légal. Bon, mais c'est le premier ministre. C'est quand même étonnant que ça soit légal. Je dirais, qui l'a rendu légal? Je dis pas que c'est lui personnellement, mais c'est toute une classe sociale qui se protège. C'est ça qu'il faut comprendre. Et d'autre part, c'est une série d'enjeux qui ne concernent pas seulement la fiscalité, mais qui concernent aussi le sérieux de la démocratie puis de l'état de droit. Aux Bermudes, il y a, quand on crée une entité offshore, c'est-à-dire visant à permettre la délocalisation d'actifs, c'est-à-dire le transfert de profits là où ils sont pas imposés plutôt que de les déclarer là où on travaille puis on est actif. Dans cet état-là, on dit, vous pouvez créer une exempted company qui va vous permettre effectivement d'avoir un taux d'imposition de 0% sur vos actifs. On vous demandera même pas qui vous êtes, où vous les avez faits, comment ça se fait que vous avez cet argent-là. Vous faites juste le déclarer chez nous, vous payez 0% d'impôt. Cette société-là, vous pouvez la créer à la condition de n'avoir aucune activité chez nous. Vendez pas un poisson, rendez aucun service à quiconque, n'ayez aucune prestation. On veut pas vous voir sur notre territoire. Vous pouvez créer cette entité-là en vertu de notre droit, mais on veut pas vous voir chez nous. Incroyable. Et quand vous serez au Québec ou au Canada, vous direz, non, moi, ça vous regarde plus parce que c'est enregistré dans ma société aux Bermudes et cette société-là, elle regarde plus le droit canadien. Donc, au fond, les paradis fiscaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'ingérence politique. C'est vrai. Ils produisent des lois. Très intéressant. C'est la première fois que j'entends ça, c'est très intéressant. C'est qu'ils votent des lois sur l'administration d'un capital qui n'a pas été généré chez eux, mais partout ailleurs, potentiellement, dans le monde, que chez eux. Donc, ils font systématiquement potentiellement de l'ingérence politique par rapport à tous les pays du monde où on pourrait décider de créer une structure depuis l'étranger chez eux. C'est comme si, tout d'un coup, le gouvernement du Québec votait une loi pour dire à la Belgique comment elle allait considérer ces jeunes contrevenants. C'est aussi fou que ça. Ouais. Et donc, vous avez Mark Carney, qui est un chef d'État, qui a, dans sa pratique, et c'est encore une fois, c'est la même chose chez les conservateurs. Je vais vous corriger 2 secondes. Je suis désolée de faire ça parce que c'est vous le professeur et moi, théoriquement, une étudiante. Mais il n'est pas chef d'État, il est chef de gouvernement parce que le chef d'État au Canada, c'est le roi Charles. Le roi Charles. Oui, tout à fait. Vous avez raison. Désolé, monsieur le professeur. J'ai appris ça d'autant plus que, habituellement, quand je parle de la République française, il faut faire cette démarcation-là entre le premier ministre. Vous avez un chef de gouvernement, tout à fait. Oui. Mais qui a pratiquement la stature d'un chef d'État, parce qu'on s'entend que chez nous, le chef d'État n'a qu'un rôle protocolaire, contrairement à la République française, où le chef d'État prend vraiment des décisions d'envergure là, et fait partie de l'exécutif. Vous avez donc le numéro 1 en termes de décision politique, de souveraineté, qui demande aux électrices et aux électeurs de lui faire confiance pour gérer les destinées de l'État, en même temps qu'il est, en quelque sorte, il fait partie des architectes de tours de passe-passe qui permettent à des États de bafouer l'État de droit. Et c'est vrai que c'est une grande il y a un moment où il faudrait avoir juste un peu de mémoire par rapport à ces situations-là. Cesser de dire que c'est légal, comme si la loi était votée par les dieux, et cesser de faire comme si cet enjeu des paradis fiscaux était en quelque sorte fermé sur lui-même, en silo, dans une sorte de parallèle, et qu'on pouvait en parler strictement quand il y a un nouveau scandale,
mais qu'il ne fallait pas en parler tous les jours. On peut plus supporter qu'un ministre, quel qu'il soit, vienne nous dire « je n'ai plus d'argent pour ceci ou pour cela ». S'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'on ne va pas le chercher là où il est. Et faudrait cesser d'oublier, ou faire semblant d'oublier que dans un budget, il y a 2 colonnes. Hein, ça, la ménagère le sait. Tout le monde sait ça. L'argent qui rentre, l'argent qui sort. Il y a les actifs et les passifs. Hein? Il y a ce qui rentre puis il y a ce qui sort. C'est ça. Eh bien, si on pense juste à ce qui sort puis on pense jamais à ce qui rentre, on n'est pas honnête intellectuellement. Absolument. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait comme si l'enjeu de ce qui rentre ne comptait pas et tout ce qui comptait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va couper à qui, toujours en s'adressant à la classe moyenne et aux plus pauvres qui sont pourtant les seuls à contribuer sérieusement au budget de l'État. Vous avez tout à fait raison, puis je pense que ça va être ça le titre de votre segment. Il n'y a que la classe moyenne et les plus pauvres qui contribuent aux finances de l'État. Et j'inclurais les PME qui peuvent être vues du point de vue des entreprises comme la classe moyenne des entreprises. Oui, c'est vrai, c'est un bon parallèle. Alors, il y a un de nos auditeurs de Laval qui nous écrit en disant « il n'y a rien qui va se faire ». Ben, s'il y a plus de gens qui se mobilisent, il va se passer quelque chose. Je termine parce que vraiment, c'est tout le temps qu'on a. Dans votre texte, vous utilisez une image en disant « ben Mark Carney, il fera rien devant les paradis fiscaux ». Il dit demandez ça à Mark Carney, c'est comme demander à un tigre de devenir végétarien. J'adore l'image. Bravo. Merci beaucoup, Alain Deneau. Je rappelle que vous êtes prof de philo à l'Université de Moncton et surtout auteur du livre Paradis fiscaux, la filière canadienne. Merci pour vos lumières. Merci, c'est toujours un plaisir. Sophie Durocher. Divertissante, elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, on va dans les quelques instants entendre le témoignage d'une grand-mère qui est absolument scandalisée de la façon dont sa fille et son petit-fils ont été traités par le système de santé québécois. Donc, moi, si vous avez des histoires qui ressemblent un peu à celles de ma prochaine invitée, si vous avez été, vous, victime d'une forme de bureaucratie, hein, où on vous dit ça prend le formulaire bleu, puis là, finalement, c'est le formulaire jaune. Si vous avez été victime de ça, ben, je vous invite à nous écrire parce qu'aujourd'hui, Cybèle n'est pas avec nous, donc ça va se rendre directement dans ma petite boîte à moi. Alors, vous pouvez nous joindre en studio 1-877-827-2346, le 1-87-CUBE-RADIO ou nous écrire sophie@cube.ca. Alors, puisqu'on s'apprête à parler d'une histoire de bureaucratie qui a viré sur le top, on va écouter un petit extrait d'un grand classique du dessin animé. Marcel! Oh, par Jupiter, est-ce que les gens peuvent être désagréables, que voulez-vous? Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu? Le formulaire bleu? Non. Alors comment voulez-vous obtenir le laissez-passer à 38? Et où trouverai-je le formulaire bleu? Guichet 1. Mais j'en viens. Alors voilà, on a l'impression un peu que c'est la maison des fous à laquelle a été confrontée mon invitée qui s'appelle Martine Gervais. Bonjour, Madame Gervais. Oui, bonjour. C'est drôle parce que j'allais vous mentionner la maison des fous, mais vous m'avez devancé. Ah ben voilà, mais je pense qu'on a tous pensé à ça ici à Cube quand on a entendu parler de votre histoire. Alors, votre petit-fils, un petit garçon, est né le 16 décembre 2024 à l'hôpital Charles-Lemoine sur la Rive-Sud. On va commencer par le début. Pourquoi l'accouchement de votre fille a été provoqué? Pourquoi il a dû être provoqué? Bien dû à ces rendez-vous ordinaires, quotidiens ou hebdomadaires pour suivre sa grossesse. Ils ont détecté une anomalie. Un de ses reins était enflé. Pas d'urgence, on capote pas. Ça arrive parfois, et même que le problème se rectifie par lui-même. Alors, on attend, on continue de faire des suivis, et le problème ne se règle pas, mais l'enfant va très bien. Mm-hmm. Et il n'y a pas de problème là. Alors, il décide, on va vous provoquer, c'est 1 semaine ou 2 d'avance. Tout s'est fait, bien passé, bon résultat, la maman, le bébé va bien, mais toujours avec un rein enflé. Oui. Le pourquoi de la provocation, c'est afin de lui administrer des antibiotiques pour prévenir l'infection.
Parfait. Bon, Donc, le ça, c'est bébé naît en décembre, provoqué. On lui administre des antibiotiques. Je tiens à préciser que votre fille donc a accouché à Charlemagne parce que c'était à côté de chez elle, même si c'est pas un hôpital, bien sûr, qui est spécialisé dans le soin aux enfants, par exemple, Non, parce comme qu'ils offraient Sainte-Justine. ce service-là. Voilà, C'est ça. exactement. Alors, ils ont dit, ben là, OK, ils lui ont montré comment. C'est soit des gouttes ou whatever, avec son lait et tout le kit. Le bébé, même en date d'aujourd'hui, va bien. Ouais. Il mange, tout est beau, il est en santé, tout ça. Mais le problème est toujours que son rein demeure enflé. Alors, on lui dit, nous offrons les services pour faire des analyses un peu plus poussées pour trouver le problème. Mais pour la lecture de ces informations-là, vous devrez aller à Sainte-Justine. D'accord. C'est plus spécialisé. D'accord. Alors là où ça devient intéressant, et la raison pour laquelle on vous parle aujourd'hui, c'est qu'à l'hôpital, on vous dit, quand vous allez devoir aller à Sainte-Justine, il faut absolument que l'information soit sur CD, des lecteurs. Non, c'est l'inverse. Ah bon, OK. Non. Alors, on lui dit, entre-temps, on continue les antibiotiques, mais allez quand même à Sainte-Justine, parce que les informations sont données de Charlemagne à Sainte-Justine, pour faire votre enregistrement, le suivi, et elle y va, whatever. Elle se rend là, et Sainte-Justine lui dit, lorsque vous reviendrez pour la lecture de ces informations-là, demandez un CD de Charlemagne qui lui ont déjà donné. Ça consistait une médecine nucléaire et une cystographie. D'accord. Alors, ma fille avait ce CD-là en sa possession. Elle se rend finalement mercredi. Elle se rend pas, mais c'était mercredi son rendez-vous. On l'a même appelé pour le reporter encore 2 jours de plus. Ouais, peu importe. Elle était là vendredi. J'ai dit que je t'accompagne, ma fille. Non. Maman, ça ne sera pas nécessaire. C'est une lecture d'information. Je vais relaxer. Ça se passe toujours bien. Ouais. Je te rappelle plus tard avec le plan de match. Elle se rend au rendez-vous vendredi, rentre là, donne le CD, et à Sainte-Justine, à sa demande à eux, on lit pas ça, des CD. OK. Alors moi c'est là que je trouve que c'est la maison des fous, parce qu'on vous dit à votre fille, ça nous prend les résultats des examens nucléaires que votre enfant a passés, ça nous les prend sur CD. Elle prend un rendez-vous. En plus, votre fille prend une journée de congé non payée, on s'entend, pour se rendre à un rendez-vous à l'hôpital. Et là, elle arrive avec le CD, puis on lui dit, non, on peut pas lire le CD. Vous avez le formulaire A38, mais finalement, c'est pas ça que ça prend. Donc, c'est là que vous avez pété les plombs, là, comme on dit. Vous avez pété votre coche. J'étais pas présente, une chance pour eux, parce qu'elle serait pas repartie avec son petit bonheur, je peux vous l'assurer. Mais elle est là. Voyons, c'est vous qui m'avez demandé de demander un CD. Je fais quoi, là, présentement? On va remplir un formulaire, puis on va envoyer ça à Charlemagne pour qu'il nous renvoie les résultats d'une autre façon que le CD. Elle dit OK. Mais elle dit, moi, je suis ici, là, pour la journée, tout est booké, je suis là. Je peux attendre, il n'y a pas de problème. Que quelqu'un de plus haut placé appelle Charlemagne et dit, excusez, on a commis une erreur, pourriez-vous nous envoyer les résultats? Là, on est là, on attend, la dame est ici. Ils n'ont jamais voulu. Non, il faut faire le protocole. Fait que là, ils ont rempli, je sais pas de quelle façon, le formulaire. Et là, avant qu'ils le reçoivent, parce que finalement, elle est revenue à la maison avec rien du tout. Là, il faut qu'elle attende, eux aussi, que Charlemagne reçoive 7 demandes. Oui, une requête. La renvoyer à eux, et après, attendre pour céduler un autre rendez-vous pour lire les résultats. Fait que là, en ce qui me concerne, là, on a 2 reins. En plus, on y a informé que le 2e rein du bébé commence à être enflé. Là, je rage, je broye ma vie, je vais, qu'est-ce que t'as fait? Mais elle dit, je suis revenue à la maison, mais ils ont rempli ça, là, elle attend. On attend que
Charlemagne reçoive la demande d'envoyer les résultats autres que par le CD, puis attendre qu'il trouve une plage horaire pour la rencontrer et lire le résultat. Okay. Alors, entre-temps de tout ça, son deuxième rein enfle et en passant, le bébé est quand même bien. Il mange et tout, mais qu'est-ce que ça va donner, ce surplus d'attente-là, au bout de la ligne? Depuis qu'il est au monde, qui est bourré d'antibiotiques, c'est ça. Parce qu'il est né, pour la prévention d'infection, mais on attend tout ça pour des papiers. Excusez. Non, mais vous avez raison. Mais vous avez tout à fait raison de vous choquer. C'est qu'en fait, vous, votre fille et votre petit-fils, vous êtes pris dans un espèce de vortex de papier. Puis, on se rappelle quand même que dans notre système de santé, il y a pas si longtemps, et encore aujourd'hui pour certains trucs, ça marche avec un fax. Donc, je pense que dans notre système... On en a parlé. Je lui ai dit, mais il n'y a pas un fax là-bas, il n'aurait pas pu y envoyer. Bon, peu importe. Mais moi, ce que je pense, c'est que au moment où elle était là, vendredi, avec tout ce qu'on vient de se raconter, qu'il y a quelqu'un qui aurait allumé, puis dit, hey, monsieur, ou quelqu'un avec une autorité supérieure, dit, regardez, il s'est passé A, B, C, D, appelez donc là-bas à Charlemagne. Je suis sûr qu'entre haut placé en haut, là, sans se foutre du protocole, il aurait pu leur envoyer les résultats. Puis de le lire là, ma fille a même dit, ça me dérange pas, peu importe le temps. Je suis ici pour la journée. Ben oui, elle aurait pu attendre. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de frustration que je comprends fort bien. C'est premièrement des délais qui commencent à devenir inquiétants, sachant que c'est depuis le mois de décembre que votre petit-fils prend des antibiotiques, mais surtout que on soit pas capable, dans un système normal, on pogne le téléphone, on appelle un autre hôpital en disant, écoutez, l'information nous est pas parvenue sur le bon support, pouvez-vous nous l'envoyer parce qu'on a la patiente et le bébé devant nous. Alors écoutez, je vais vous garder en ligne, Madame Gervais, parce que je veux faire rentrer dans la conversation quelqu'un à qui on parle décidément régulièrement ces temps-ci. C'est Paul Brunet, il est président du Conseil pour la protection des malades et il va se joindre à la conversation. Paul Brunet, bonjour. Bonjour, Sophie. Monsieur Brunet, quand vous entendez le témoignage de Madame Gervais concernant sa fille et son petit-fils, c'est quoi votre première réaction? Ben, il y a des places, ça marche, mais il y a une question qui se pose. Comment ça se fait qu'on est encore à l'air à porter le CD, puis à porter le document, puis faites-nous venir le document? Comment ça se fait que depuis 10-15 ans, on a réussi à connecter entre eux les laboratoires, connecter entre elles les pharmacies, connecter entre eux les cabinets de médecins. On n'est pas capable de connecter les hôpitaux entre eux. Ça prend ta carte de patient à chaque hôpital où tu vas. Qu'est-ce qui se passe? Je peux vous dire, monsieur, quel est ce mystère? par chance pour eux qu'elle me dit de rester à la maison. Parce que si j'avais été là, Christy, excusez-moi, mais il aurait reçu le document. Je voulais juste ajuster ça. Oui, vous avez raison, oui, Mme Gervais. On aime votre franc-parler. Ça fait du bien aussi. C'est ça aussi, Monsieur Brunet. C'est pour ça que je voulais que vous entendiez le témoignage de Mme Gervais. C'est que on a l'impression que le système de santé prend le mot patient un peu trop au pied de la lettre. On nous demande de patienter. Ouais. Là, on parle d'un délai d'1 semaine pour des documents qui devraient normalement être disponibles. Puis on est en 2025. Je veux dire, on a été capable d'envoyer un homme sur la Lune, plusieurs hommes. Ouais. Et je veux dire... Et des femmes, ben oui, bien sûr. Mais non, mais je veux dire, la technologie est telle aujourd'hui. Je veux dire, je sais pas, des cellulaires, n'importe quoi. Tu fais une capture et tu photographies le motadine de documents et tu l'envoies à l'hôpital. Oui. Sophie, est-ce que ça se pourrait? Au moment où elle était là vendredi, si un supérieur avait appelé à Charlemagne, dit, excusez, on a commis une erreur, blablabla, envoyez-moi ça tout de suite. La dame est ici, on va le lire. Ouais. La dame en bas, c'est là en bas de la maison des fous, là. Elle a dit, on peut pas faire le protocole. Mais ça, je veux vous entendre là-dessus, Paul Brunet, parce que ça, ce mot-là il y a un protocole à suivre, la requête doit être envoyée de telle façon, de toute façon, ça crée une frustration chez les gens. Ben, dans plusieurs situations, on se fait dire, on a suivi le protocole. Une ancienne haut placée au 6 de l'Outaouais avait dit, quand un monsieur âgé est mort à terre, couché à terre à l'urgence,
On a suivi le protocole parce que les lits étaient fermés au 2e étage. Alors, à suivre le protocole, les fonctionnaires, les bureaucrates sont très confortés, mais ça fait pas la job. C'est le fun de suivre le protocole. Mais si la job, au bout du compte, n'est pas faite puis que le patient ou la patiente n'est pas plus avancé, t'as pas fait ta job. Quand on a dit, il y a quelques années, à quelqu'un à l'hôpital Fleury, d'aller auprès d'un monsieur qui était en crise cardiaque dans le stationnement, puis on l'a interdit aux infirmières de sortir, qui appellent le 911. Alors, il a appelé le 911, puis le monsieur est mort. Alors qu'on a suivi le protocole, mais on n'a pas fait sa job. Mais Sophie, je pense qu'il y aurait un bon sujet pour JE, c'est d'essayer de creuser pourquoi on n'est toujours pas capable de connecter entre eux les hôpitaux. Il y en a des mauvaises langues qui disent que c'est à cause des centaines de millions. Attendez, juste 2 secondes, Mme Gervais. Oui, attendez juste 2 secondes, Mme Gervais, parce que je veux que M. Brunet continue son... Oui, excusez-moi. Non, mais c'est correct, je vais vous redonner la parole après, mais je veux juste dire pourquoi il faudrait que JE se penche sur quoi, Paul? Parce que ce sont des centaines de millions qui sont offerts à différentes entreprises informatiques qui ont finalement le contrôle de ces hôpitaux. Est-ce que c'est ça qui empêche les hôpitaux de finir par se parler informatiquement entre eux? Est-ce qu'il y a trop d'argent en cause? Est-ce qu'il y a des gens qui bloquent? Parce que ça fait des années qu'on essaie de connecter les hôpitaux entre eux, puis on n'est pas capable. Il y a un mystère là-dedans. Oui, allez-y, Mme Gervais. Leur bord pour avoir l'air plus important, c'est tout. C'est mon opinion. C'est peut-être pas exact, mais c'est la mienne. Oui. Donc, cette question-là, en effet, on va peut-être la voir à un moment donné quand tous nos fichiers de santé seront informatisés. Mais je veux juste vous entendre aussi, Paul Brunet, sur un autre aspect qui a été soulevé par Mme Gervais, c'est que on a l'impression parfois que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Donc, d'un côté, la fille de Mme Gervais se fait dire, vous devez absolument vous présenter avec le CD. Donc, elle se fait dire ça. Donc, elle se présente avec un CD. Et l'hôpital même qui lui a demandé un CD dit, finalement, on n'est pas capable de lire votre CD. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je trouve que des fois, dans notre système de santé, M. Brunet, on ne donne pas des indications claires aux usagers. On envoie des messages contradictoires et au bout du compte, c'est la santé du patient qui s'en ressent. Oui, et tu sais, quand on dit on refuse, c'est écrit partout dans les hôpitaux, là, on veut pas de violence, on veut pas d'agressivité. On est tous d'accord avec ça. Bien sûr. Des fois, le réseau lui-même est responsable de notre montée d'adrénaline. Faisons la job comme il faut. Il y a bien des places où la job se fait. Mais quand des choses arrivent comme un peu plus intelligent, qui dit, OK, laisse faire le protocole, et là, on va faire venir le document, madame, allez vous chercher un café, puis on va être avec vous dans 1 heure environ. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de faire ça? Come on! C'est le gros bon sens, c'est intelligent, puis c'est surtout axé sur ce dont le patient a besoin. Si on était dans une entreprise privée, ça ferait longtemps qu'on aurait fait faillite avec des résultats et des actions de la sorte. Il faut être plus smart. C'est comme ça qu'on va aimer plus le réseau de la santé, j'espère peut-être même Santé Québec, mais ça, c'est à venir. Il faut être plus efficace, il faut être plus sharp, il faut être plus avenant envers que c'est pas... coûte pas plus cher, ça, il me semble. Oui, tout à fait. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ces 3 mots-là. Ils sont 3 mots-clés qui devraient être gravés, excusez-moi, en lettres d'or dans toutes nos institutions publiques. Gros bon sens. Parce que quand on a quelqu'un devant nous qui manifestement est là pour recevoir des soins, la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'elle puisse les recevoir, peu importe si c'est pas le bon support. Je reviens à la petite lettre que Madame Gervais vous nous avez envoyée. Vous nous avez écrit en lettres majuscules, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai pété ma coche, car c'est une attente supplémentaire. Mais vous dites, moi j'aimerais ça que partager mon histoire afin de réveiller les pousseux de crayon. Exact. Oui, alors si vous aviez un pousseux de crayon en face de vous, là c'est comme vous allez pas être blâmé, là il y a personne qui va être fâché contre vous là, parce qu'il est pas vraiment en face de vous le pousseux de crayon. Qu'est-ce que vous lui diriez à ce pousseux de crayon là? Vous voulez vraiment que j'ai son nom? S'assurant qu'il y a pas trop de mots d'église là. Non, je le ferai pas. Mais si j'avais été présente ce vendredi passé là, j'aurais dit au départ la même chose que ce que ma fille a répondu. Ben là, je sais pas, c'est vous qui m'avez demandé un CD. Et après cette personne-là aurait continué à dire on peut pas rien faire, c'est le protocole.
Ben là, j'aurais dit, il n'y en est pas question. Ouais. Tu vas appeler un supérieur, il va appeler à Charlemagne, qui ne sont pas responsables, puis tu vas leur demander, il ou elle va leur demander d'envoyer les résultats autrement que par le CD, puis nous, on va attendre, puis on va lire les résultats. Ouais. Paul Brunet, ce genre de témoignages comme Madame Gervais, des gens qui sont aux prises avec une forme de bureaucratie où la bureaucratie semble bien préoccupée par les petites cases à remplir puis des protocoles à suivre, mais moins préoccupée en tout cas par une certaine sensibilité. Est-ce que vous en avez souvent des plaintes qui ont attrait justement à cette surbureaucratisation? Oui, malheureusement. J'étais avec une dame âgée avant hier pour essayer d'avoir un médecin de famille. Elle n'a pas de médecin de famille. Bonne Alors chance. là, je l'aide pour s'inscrire pour avoir un médecin de famille, mais elle n'a pas accès à Internet. Fait que là, je dis, appelez à ce numéro-là. Elle appelle de ce numéro, puis on lui répond, ça prend Internet. Pas Internet, arrangez-vous. Hey! On paye 50 milliards pour ce réseau-là. Y a-t-il quelqu'un qui va finir par nous traiter sympathiquement? La dame n'a pas Internet. Pouvez-vous lui parler au téléphone puis l'inscrire sur la liste? Avant hier, la dame pleurait. Elle dit, j'aurais pas de médecin. J'ai dit, madame, alors j'ai fait une plainte au protecteur du citoyen. Un autre patente à gosse en attendant que, hey, la personne n'a pas Internet. Faites ça par téléphone. On peut pas le faire par Internet. Écoutez, Sophie, j'ai de multiples exemples, malheureusement. Ouais. C'est parce que ça m'écœure de dire ça, mais on est en situation de monopole. Ouais. Hein, nous autres, là, le monde ordinaire, là, qui n'avons pas les moyens d'aller voir un médecin au privé, on est pognés avec ça. Alors, demandez-vous pas pourquoi on a beaucoup de comment dirais-je, d'insatisfaction. On aime peu d'insatisfaction de la part du réseau. Faut faire la job. Je m'excuse, mais si il y a trop de monde, il y a trop de protocoles. Plus tu as de protocoles, plus t'es embourbé dans une bureaucratie qui n'en finit plus. Et on arrive à des sottises comme madame nous en a raconté, mais j'en ai quelques-unes. Un jour, je vous les raconterai. Ah, avec plaisir. On me prendra un petit verre de scotch, vous me raconterez ça. Paul Brunet, je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades. Martine Gervais, je rappelle que vous êtes la maman et la grand-maman de deux citoyens québécois qui se sont fait virer de bord à cause d'un bout de papier qui n'était pas sur le bon support. Merci beaucoup de nous avoir contacté, Madame Gervais, en espérant que ça fasse un peu bouger les choses. Merci à vous deux. Bienvenue. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Alors, pendant la pause, on te regardait te brancher, Isabelle, sur VMix pour qu'on puisse te voir à la télé. Et on se faisait la réflexion à quel point, je pense que tu n'as jamais été aussi belle. Tu es rayonnante. Je ne sais pas ce que tu manges, que tu te mets sur la face. Peut-être les produits Isabelle Huot, je ne sais pas. Malheureusement, ce n'est pas ça. J'arrive de Salut Bonjour et c'est l'art du maquillage. Elle est toute grimée. Ben voilà, j'ai plein de fond de teint que je ne mets jamais, mais qui uniformisent ma peau, alors que normalement, j'ai plein de plaques rouges et tout. Donc, c'est Catherine au maquillage ce matin à Salut Bonjour, voilà. Puis tout en naturalité, c'est ce que j'aime, mais je n'ai pas ce talent-là. C'est pour encourager tout le monde. C'est bien de nous suivre à la radio. On vous adore si vous nous suivez à la radio. Mais n'oubliez pas qu'on est aussi disponible à la télé. Comme ça, vous pouvez voir le beau minois, maquillé, pas maquillé, t'es belle, de Isabelle Huot. On va parler de cancer. Écoute, les chiffres que tu m'as envoyés sont épouvantables. 4 Canadiens sur 10 qui vont développer un cancer au cours de leur vie. Alors, donne-moi tes 5 meilleurs conseils pour éviter que ça se produise. C'est ça, on peut pas prévenir, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs, c'est multifactoriel, mais on peut réduire son risque, notamment en modifiant ses habitudes de vie. Pas autant que les maladies cardiovasculaires. Dans le cas des maladies cardiovasculaires, on dit qu'on pourrait prévenir 80% des cas en modifiant ses habitudes de vie. Dans le cas du cancer, on parle de 40% des cas, ça reste quand même significatif. Quand même. Oui, donc voilà ce que la science dit. D'abord, les fruits et les légumes. Malheureusement, au Québec, il y a encore une personne sur 2 qui ne consomme pas le 5 portions minimum.
dans les études épidémiologiques, j'en ai sorti une, 95 études réunies pour avoir un plus grand pouvoir statistique. Ben, les plus grands consommateurs de fruits et légumes, je dirais surtout légumes, étaient moins à risque de développer un cancer, une réduction du risque quand même de 14% à compter de 600 grammes de fruits et légumes par jour. Fait qu'on parle à peu près 6, 7, 8 portions par jour, là, selon le poids des légumes. Donc, on a un effort à faire de ce côté-là. Puis qu'on creusait, est-ce qu'il y a des légumes qui ont plus de propriétés anticancérigènes? Il y avait notamment les légumes crucifères. Et je pense à notre ami Richard Béliveau qui, dans ses livres, parle de l'importance de manger du chou, du brocoli, de manger du chou-fleur, des choux de Bruxelles, parce que ces aliments-là contiennent des sulforaphanes, des indoles, qui ont des propriétés anticancérigènes. Ah, les sulforaphanes, c'est nos meilleurs amis, les sulforaphanes. Ceux-là, les sulforaphanes. Oui. Donc, en fait, ton point numéro 2 est quasiment le miroir du point numéro 1. Limiter la viande rouge et la viande transformée, donc tout ce qui est charcuterie. Surtout les charcuteries, parce que les charcuteries, on les met dans le groupe 1, le plus à risque de développer un cancer de tous les aliments avec l'alcool, qui est du même niveau en termes de preuves scientifiques. Charcuterie, pourquoi? Sans doute les nitrites, donc c'est un petit peu embêtant parce qu'aujourd'hui, l'industrie s'est améliorée, puis on a maintenant des viandes froides. Charcuterie bio? Voilà, bio, les viandes biologiques de Charlevoix notamment. Ben, j'allais le dire. Qui sont les viandes du Breton, qui font des beaux produits. Donc, quand on a ces études-là, ben on met tout dans le même bain, puis on n'a pas vu vraiment les nouveaux produits, on n'a pas pu les tester. Mais bref, les charcuteries avec des nitrites, c'est associé à certains types de cancers, notamment le cancer du côlon. Et on estime que 50 grammes par jour augmente le risque de cancer du côlon de 18%. Dans le cas de la viande rouge, il est dans le groupe 2A, c'est-à-dire moins cancérigène que le groupe 1, mais on estime que 100 grammes de viande rouge par jour augmente le risque de 17% de cancer du côlon. Puis dans la viande rouge, ben le fait de surcuire la viande, les barbecues arrivent, commencent à faire beau. Haute cuisson, haute température, ça génère des composantes qu'on appelle des hydrocarbures, des benzopyrènes et compagnie qui sont cancérigènes. Donc, éviter de surcuire la viande, c'est déjà une bonne étape là, pour réduire son risque. Puis on dit moins de viande, ça veut pas dire de pas en manger du tout. Ça veut dire de faire du flexitarisme puis d'adopter le régime méditerranéen comme d'habitude. Absolument. On revient toujours à ça, mais le point numéro 3, limiter la consommation d'alcool. Il y a de plus en plus de gens qui disent même le premier verre est dangereux et est associé à un risque plus élevé en tout cas. Ouais, ben en fait surtout le deuxième verre parce que on se rend de plus en plus compte que l'alcool expliquerait 11% des cas de cancer chez les hommes, 4,5% chez les femmes. Oui, on a associé l'alcool à plein de cancers, 7 types de cancers, notamment la bouche, le larynx, le pharynx, l'œsophage. Mais ce qui préoccupe plus, c'est que depuis quelques années, on s'intéresse au lien entre l'alcool et le cancer du sein, qui est un cancer très fréquent chez la femme. Et il y a eu un sondage qui a eu lieu par l'OMS en Europe en février dernier, puis il y a seulement 15% des gens interrogés qui savaient qu'il y avait un lien entre l'alcool et le cancer du sein. Et l'OMS préconise même une approche de mettre comme on fait sur les paquets de cigarettes, de mettre un genre d'avertissement sur les bouteilles d'alcool en disant l'alcool cause le cancer. Donc, oui, effectivement, dans l'Union... l'impact que ça aurait. D'ailleurs, je me souviens pas, j'ai demandé à mon collègue Hugo Veilleux à la recherche de vérifier, mais je pense le sénateur Patrick Brazeau, qui lui-même a connu à une certaine époque des soucis d'alcool, il faisait campagne pour ça. Je pense qu'il y avait une pétition, ou en tout cas Hugo va pouvoir vérifier, pour que justement on mette sur les bouteilles d'alcool au Canada un avertissement. Et moi, je trouve ça assez ironique, ce que tu nous dis par rapport au lien entre alcool et cancer du sein, parce que il me semble, et je veux pas dire de bêtises, donc Hugo me confirme que oui, Patrick Brazeau, c'est bel et bien ça, tel que je l'ai expliqué. Mais bref, je veux pas dire de bêtises, mais il y a déjà une bouteille de rosé
qui s'était associé avec la campagne justement pour le cancer du sein, c'est le petit fameux ruban rose. Oui. Alors, oui. je suis pas sûre qu'aujourd'hui ça se ferait. Non, exactement. Donc, pour les gens qui choisissent de prendre de l'alcool, ben en mangeant, donc au lieu de l'apéro, donc déjà c'est mieux. Puis le vin rouge de préférence qui au moins contient du resveratrol, qui est une composante intéressante, mais la modération bien sûr semble que c'est à partir du deuxième verre là, que le risque augmenterait considérablement, du moins pour le cancer du sein. Okay. Et on n'aura pas le temps pour limiter la consommation de sel, donc on va juste dire limiter votre consommation de sel. Mais tu dis atteindre et maintenir un poids santé. Oui. T'as 30 secondes pour nous définir c'est quoi un poids santé. Justement, c'est de plus en plus compliqué à définir le poids santé puisqu'on n'a plus le droit de parler d'IMC, mais le poids et le surpoids, faut en parler. C'est associé à 13 types de cancers, des cancers hyper fréquents comme l'endomètre, comme le pancréas, c'est un peu moins fréquent quand même, mais le cancer du sein, le cancer de la prostate. Et le surpoids expliquerait 12% des cas de cancer chez les hommes, 13% chez les femmes. C'est beaucoup. Il faut y penser. Il faut y penser et il faut en parler sans avoir peur de se faire traiter de ceci-phobe. Voilà. On commence à être bien tanné de ça. Merci beaucoup, Isabelle Huot. C'est toujours Sophie. Un plaisir. Merci Hugo Veilleux d'avoir vérifié les informations quand je te le demandais. Je t'adore. Merci à Jean-Philippe Leroux. À demain. Cube.